Chers amis, bonjour à tous. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait d'être ici, aujourd'hui, au siège de votre parti. Vous savez que moi, je n'ai pas le droit de parler de politique nationale, mais François sait très bien que je me sens vraiment chez moi ici. Et alors quand François m'a proposé de venir, il m'a dit tu peux faire une vidéo. J'ai dit non, je viens, je vais être parmi vous, même si c'est par les moyens que nous devons tous respecter. Je tenais vraiment à être là cet après-midi. D'abord pour partager avec vous ma première année de commissaire européen. Vous avez un commissaire européen, bien sûr, qui partage évidemment vos valeurs. Donc je vais vous faire un peu ce petit bilan. Dire aussi que c'est pour moi l'occasion évidemment de vous retrouver, de retrouver François, que j'ai jamais quitté. Ça fait, on comptait tout à l'heure, ça va faire bientôt 40 ans qu'on se connaît avec François et qu'on s'est pas quitté. Donc la fidélité, c'est aussi une des valeurs cardinales que vous partagez, que nous partageons tous. Un petit mot aussi avant de commencer, évidemment, pour celui qui nous a quittés, qui a été évidemment un très grand président, un grand réformateur. On n'oublie pas évidemment le rôle qu'il a joué pour notre pays, qu'il a joué aussi pour l'UDF, en faire le parti dont nous sommes issus et dont je suis issu. C'est à travers l'UDF et à travers René Monory, que je vous ai rejoint. Et évidemment, j'ai aussi une pensée pour René Monory aujourd'hui, puisque c'est le moment des pensées. Voilà, alors on va faire un petit bilan, si vous le voulez bien, de cette première année, parce qu'il se trouve que c'est aussi le premier anniversaire, quasiment jour pour jour, ou dans les circonstances que vous connaissez, j'ai été coopté et puis le Parlement européen a soutenu ma candidature en tant que commissaire européen. Alors, au marché intérieur, en fait, il y a un tout petit peu plus, parce que vous savez que le président de la République avait souhaité avoir pour le commissaire français ou la commissaire française un portefeuille assez large. Je reconnais qu'il est assez large, au marché intérieur, évidemment l'industrie, le numérique, la défense, l'espace, le tourisme, les médias. C'est un portefeuille large et c'est un portefeuille, je crois, à la dimension des enjeux qui nous attendent. Je vais revenir dans un petit instant, si vous le voulez bien. Évidemment, si on veut faire ce bilan, parce que je crois que c'est important pour nous projeter sur les années qui vont venir, et notamment les années électorales, moi je tire d'abord, évidemment, le regard, comme nous tous, de l'impact de la crise. Alors évidemment, la crise, elle est encore là. On a maintenant suffisamment de recul pour tirer un certain nombre de conclusion, on peut dire, déjà de cette première vague. Comment on l'a vécu à Bruxelles, évidemment, bien, on l'a vécu, et je l'ai vécu, moi, en tant que commissaire au marché intérieur, de plein fouet. Je ne vous cache pas que dès les premières apparitions de cette crise tellement inédite et soudaine, l'Europe a donné un visage qui n'est pas le visage que l'on veut pour l'Europe. L'Europe s'est refermée sur elle-même pendant quelques jours. C'était évidemment la sidération, c'était la crainte de ne pas avoir suffisamment de médicaments, de ne pas avoir suffisamment de matériel de protection pour les personnels de santé. Et un par un, c'était ma responsabilité, je suis chargé de faire fonctionner le marché intérieur. J'ai appelé l'ensemble des ministres de la Santé, de l'Industrie, et puis en quelques jours, les frontières se sont rouvertes. En quelques jours, nous avons recompris qu'il était absolument essentiel de partager. En quelques jours, nous avons vraiment vu que ce qui était nécessaire pour une crise de cette nature, c'était évidemment que l'on puisse la traiter au niveau d'un continent, au niveau de notre continent. Et vous savez, c'est très fort pour moi ce moment, parce que j'ai dit à mes collaborateurs, au fond, le mot qui va ressortir de cette crise, ça va être la solidarité. C'était avant le plan de relance, c'était avant tout ce qu'on a fait sur les vaccins. Et j'ai senti très vite que c'était ce mot qui allait faire la différence, qui allait nous faire vraiment prendre compte. Alors nous, on le sait, on est des Européens convaincus, mais même pour ceux qui le sont moins que nous, qu'il allait faire vraiment prendre conscience que finalement, c'est à travers ce mot que l'Europe existait. Et puis, on a commencé à mettre en commun nos ressources, nos forces. L'Europe, comme tous les autres continents du monde et tous les autres pays, d'une façon générale, n'était absolument pas préparée. Je me souviens, par parenthèse, que c'est moi qui ai conseillé à Ursula von der Leyen, au mois de janvier, d'envoyer des masques de protection aux Chinois qui le demandaient parce qu'ils n'étaient pas préparés eux-mêmes dans le cadre de nos accords de coopération.
Donc personne n'était préparé. En l'espace de 3-4 mois, les industriels européens se sont mobilisés, on a été autosuffisants, et puis il y a eu ce plan, évidemment, de relance, qui a ancré au plus profond désormais, je pense, de notre ADN, la solidarité, le principe de solidarité, le fait que dans cette crise, tous les pays, les 27 États membres, devaient être égaux devant cette nécessité de s'endetter, parce qu'évidemment, pas un seul des États du monde n'avait le premier euro vaillant, le premier dollar, pour pouvoir faire face à cette crise. Tous ont dû procéder à l'endettement. Un petit point là-dessus, François connaît mon aversion à la dette, je crois que nous la partageons, mon cher François, en tout cas on sait que c'est un sujet absolument essentiel. Mais enfin, pour cette crise-là, on a oublié évidemment ce que l'on se disait, François, et on s'est dit, et toi et moi, que c'était absolument essentiel de donner à l'ensemble des pays européens une capacité identique à procéder à l'endettement, puisque l'Allemagne a dû s'endetter, les Pays-Bas ont dû s'endetter, la France devait s'endetter, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal, tous les pays européens ont dû s'endetter. Fallait-il encore qu'ils puissent le faire dans des conditions identiques? Ça a été ce fameux plan de relance, évidemment, qui a ancré la solidarité, pour lequel, on l'a bien vu, et c'est une réalité, je crois qu'on peut dire historique, le président de la République, Emmanuel Macron, et la chancelière Merkel ont vraiment pesé de tout leur poids. C'était bien préparé par la Commission, je dois le dire, mais politiquement, il n'y aurait pas eu leur poids. Je ne suis pas sûr qu'on ait pu y arriver. Une démonstration de plus que c'est vraiment le couple, le moteur franco-allemand qui est si important. Et puis au fur et à mesure où on a avancé, un petit point que je voulais partager avec vous, parce que ça m'a vraiment... je l'ai ressenti assez fortement. Au fond, on a tous vécu dans les combats que nous menons, de là où nous sommes, le fait que l'Europe doit être défendue, l'Europe doit être partagée, l'Europe doit être expliquée. Et moi, en tout cas, de là où je suis, je peux vous dire que ce n'est pas de moins d'Europe que j'ai entendu et qu'on est venu nous chercher ou nous interpeller. C'est au contraire de plus d'Europe. Mais on veut plus d'Europe. Mais on veut partager davantage. Mais on veut acheter des vaccins ensemble. Mais on veut avoir une politique où on puisse avoir des stocks à partager. Mais on veut avoir une capacité ensemble à s'endetter. Et au fond, si je retiens politiquement un des éléments importants, en tout cas, disons, de la première partie de cette année, et puis ensuite, évidemment, de ce qui se passe à l'automne, c'est vrai que pour nos 456 millions de citoyens européens, aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris, alors chacun évidemment se situe là où il est, évidemment, sur son propre échiquier politique, mais au fond, je crois que chacun a compris que des crises comme celle-ci ne pouvaient être traitées qu'au niveau d'un continent, et qu'au fond, l'évolution du monde aujourd'hui, elle imposait d'avoir une logique continent, une Europe continent, et c'est effectivement les valeurs que nous défendons. Les populistes, du reste, sont toujours là, bien sûr, il faut être attentif. Mais enfin, on ne les a pas beaucoup entendus pendant cette crise, partout. Et ceux qui étaient du reste aux affaires ont démontré ce qu'ils étaient malheureusement, pour leur mandat, capables de faire, ou plus précisément, de ne pas faire. C'est une leçon dont il faudra se rappeler et se souvenir, mais croyez-moi, nos concitoyens et nos compatriotes l'ont, je crois, bien intégré. Deuxième élément, donc une Europe plus efficace. C'est vrai qu'on veut plus d'efficacité, c'est vrai qu'il faut mutualiser nos capacités d'intervention en commun. C'est vrai également qu'on se rend compte que dans les enjeux géopolitiques qui vont dessiner le monde, et François, et c'est formidable qu'il soit désormais commissaire là où il est, au commissaire, c'est absolument essentiel d'avoir une capacité à avoir une projection du temps long. Et dans cette projection du temps long, évidemment, il va évidemment réfléchir à comment nous positionner, la France et l'Europe, dans la nouvelle confrontation qui sera désormais durable entre les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre côté, et nous, l'Europe. Eh bien, il faut que nous prenions de plus en plus notre destin en main, de façon évidemment plus solidaire, en s'appuyant sur nos valeurs, ce qui fonde notre socle, notre différence, qui est tellement important pour nous. Je dois dire que quand on regarde comment les choses évoluent, que ce soit du reste à l'est de notre continent ou à l'ouest, je pense qu'on peut dire que nous sommes la plus grande, la plus vieille, la plus forte démocratie du monde. En tout cas, c'est clairement moi comme ça que je vois les choses. Il n'en demeure pas moins
que dans l'affrontement, les confrontations qui vont, n'en doutons pas, se poursuivre, notamment entre la Chine et les États-Unis, l'Europe doit de plus en plus trouver sa voie, être autonome, souveraine, diront certains, en tout cas dans certains domaines, ça commence à apparaître une évidence et c'est une bonne chose, pour tout simplement permettre de poursuivre, de continuer à être ce que nous sommes. Troisième enseignement, dans des crises de cette nature, je dirais que les tendances, bien souvent, s'accélèrent. Et évidemment, je ne voudrais pas ne pas vous parler, et ça, vous comprendrez, de tout ce que nous sommes en train de faire sur la réforme, la régulation des grandes plateformes, de ce que j'appelle moi-même l'espace numérique, l'espace informationnel. Au fond, dans des grandes crises comme celle-ci, bien souvent, les tendances sont accélérées. On l'avait vu lors de la crise de 2008-2009 des subprimes, avec l'impact sur les grandes banques, la réforme du système financier qui était devenue indispensable. Certaines banques étaient du reste se considéraient tellement importantes qu'au fond, elles estimaient qu'elles étaient plus importantes que les États et qu'elles étaient too big to fail, trop importantes pour pouvoir tomber, que finalement la régulation, elle pourrait l'éviter. Non, les États ont fait ce qu'il fallait et ça a été bien. On a augmenté les fonds propres, on leur a donné beaucoup plus d'obligations, notamment en matière d'éthique, de respect également je dirais, du droit, des règles, y compris en ce qui comporte le propre comportement de leurs propres membres de comité exécutif ou direction générale, etc. Et ça a été une bonne chose. Eh bien, dans cette crise, on est bien sûr qu'on voyait de façon évidente notre dépendance de plus en plus à cet espace informationnel, cet espace numérique, les grandes plateformes qui le composent maintenant, qui l'occupent. Et c'est vrai que au cours de la première phase, et puis encore maintenant, eh bien oui, on a été contraint, obligé de plus en plus à travailler dans cet espace informationnel. On y travaille, on y télétravaille, on y apprend, on y apprend, on s'y distrait, on a des contacts sociaux, pour le meilleur ou pour le pire. Bien entendu, on consomme de la culture. Enfin, on vit dans cet espace informationnel et au fond, on a tous conscience que d'abord, on a une grande dépendance et deuxièmement, que on peut y voir et souvent y faire un peu tout et n'importe quoi. Et ça, c'est totalement intolérable. Et donc, c'est évidemment un sentiment, une perception, une dynamique qui a été accrue par cette crise. On a donc pris le taureau par les cornes et comme vous le savez, je me suis vraiment penché sur cette question et après près d'un an de travail, nous allons présenter avec ma collègue Margrethe Vestager donc une régulation, une refonte extrêmement profonde. La première, je crois, depuis 2000. La dernière, c'était la directive e-commerce. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas régulé ces espaces, d'où du reste le sentiment d'impunité, voire, pardon cette expression, mais de Far West et de zone de non-droit. Eh bien, envers et contre tout, parce qu'évidemment, les lobbies sont puissants, mais François, on n'est pas né de la dernière pluie. Hein, je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc on voit tout ça. On va donc présenter deux grands actes législatifs le 15 décembre. L'un pour donner des obligations désormais extrêmement fortes aux plateformes, en obligation de moyens et de résultats, et notamment pour évidemment avoir une meilleure régulation des contenus, de tous les contenus, avec un principe de base. Au fond, tout ce qui est autorisé dans l'espace physique doit l'être ou peut l'être dans l'espace numérique, mais en revanche, tout ce qui est interdit dans l'espace physique doit aussi l'être dans l'espace numérique. On n'a pas le droit d'insulter son voisin dans l'espace physique, on n'a pas le droit d'insulter non plus dans l'espace numérique. Et donc, on va présenter ça. On a un deuxième volet qui sera très important, et je le dis parce qu'on aura besoin vraiment de votre soutien. C'est le fait qu'il faut aussi réguler, organiser un peu mieux cet espace numérique avec des acteurs qui sont devenus absolument dominants. Je ne vais pas les citer, vous les avez tous en tête. Il faut les réguler, il faut mettre un peu maintenant d'équité, il faut éliminer ou limiter en tout cas leurs effets de goulot d'étranglement, on dit en anglais gatekeepers, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, et donc tout ceci a donné lieu à des centaines d'heures de travail. Les propositions seront faites le 15 décembre et j'espère là encore une fois que non seulement ça répondra à ce que je sais être vos aspirations, mais que de là où vous êtes,
vous donnerez un écho favorable. On aura besoin de se battre sur ces textes qui vont être absolument essentiels. Quand on voit que le dernier, c'était il y a 20 ans, on voit donc l'importance qui est finalement entre nos mains pour sans doute les 10 ou 20 prochaines années. Et quand on voit l'importance du numérique, y compris pour nos valeurs, y compris pour la démocratie, y compris pour tout ce qui est important pour nous, l'état de droit, eh bien, je compte sur vous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à cette occasion pour vous, d'abord, vous remercier du fond du cœur de ce que vous faites. Vous passez beaucoup de temps, chacune, chacun, dans vos villes, dans vos villages, dans vos départements, dans vos régions, au Parlement. Moi, de mon côté, évidemment, à la Commission. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que cette envie de contribuer, d'apporter, de participer. Vous exprimez un courant de pensée qui est un courant de pensée extrêmement important de notre pays et dont je mesure tous les jours qu'il sera, j'en suis absolument convaincu, le courant de pensée de notre continent européen. On va avoir un rôle très important à jouer. Je compte sur vous et je vous remercie.